Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères une autre fois dans un autre cours, toujours dans le module de neurologie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le cours des polyneuropathies périphériques. C'est le cours du docteur Ben Moussat. Les liens de tous les supports sont toujours disponibles dans la description. Je vous invite toujours à abonner pour recevoir ces vidéos pendant toute l'année concernant tous les modules. Je vous demande le maximum de j'aime et le maximum de partage. Je veux que ces vidéos-là atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, notre intitulé aujourd'hui, c'est la polyneuropathie périphérique. Donc, l'atteinte, elle va se situer où? C'est dans le système nerveux périphérique. Donc là, on est dans un autre terme. Là, c'est pas de l'atteinte du système nerveux central, c'est les nerfs, c'est les systèmes nerveux périphériques. Donc la polyneuropathie périphérique, c'est l'atteinte du système nerveux périphérique et elle est définie par un ensemble de manifestations qui sont cliniques, électriques, biologiques, histologiques, qui vont répondre ou bien qui sont résultantes d'une atteinte de ce nerf-là. Donc, vous voyez que la définition d'une polyneuropathie est multifactorielle sur plusieurs domaines. On va détailler dans notre cours-là les manifestations cliniques, électriques, biologiques et même histologiques d'une polyneuropathie périphérique, d'une anomalie de fonctionnement des lésions au niveau du système nerveux périphérique. Donc, vous voyez, ça, c'est le système nerveux périphérique, c'est vaste. Et comme on avait dit, l'atteinte là va se manifester sur plusieurs plans et c'est notre intitulé aujourd'hui. Donc, commençons premièrement, comment faire le diagnostic positif d'une neuropathie. Donc, le diagnostic, il va être reposé sur l'association plus ou moins complète de plusieurs signes cliniques. Donc, comme je vous ai dit, plusieurs signes cliniques là peuvent être observés. Donc, c'est un cours vaste. Je vous invite à prendre des notes de fur et à mesure qu'on avance dans ce cours-là. C'est un thème très fréquent dans les examens et c'est un cours très important à assimiler pendant la clinique. Ça a été un cours très vaste. Donc, premièrement, comme premier signe dans la polyneuropathie périphérique, on a de la paralysie. Donc, premièrement, c'est la paralysie ou bien de la parésie qui peuvent être complètes. Donc, elle est affectant tous les types de motricité. Et ce qui caractérise cette paralysie-là, c'est qu'elle est flasque, comme illustré dans l'illustration. Donc, là, la paralysie, elle est flasque, au contraire du syndrome pyramidal où on notifie une spasticité. Là, dans la polyneuropathie périphérique, dans l'atteinte du nerf, donc ça, c'est de la sémiologie de troisième année. Là, l'atteinte ou bien la paralysie, elle est flasque et elle est hypotonique. Donc, la perte du tonus là qui est observée dans l'atteinte du système nerveux périphérique. Notez ça bien, ce sont des questions fréquentes d'examen. Donc, la paralysie au niveau du polyneuropathie périphérique, c'est flasque, premièrement, et deuxièmement, c'est hypotonique, c'est la perte du tonus musculaire. Pourquoi? Parce que c'est la section, c'est la perte du contact du système nerveux central avec le muscle. Donc, c'est la perte totale de tonicité. Cette paralysée, elle est cotée de 0 à 5. Donc, 0, c'est absence de contraction totale. 1, c'est la contraction qui est faible, mais sans déplacement du membre. Elle est notée de 2 si le déplacement il est faible avec la pesanteur qui est éliminée. Donc, la tonicité est dotée de 3 si le déplacement il est possible entre la pesanteur. La tonicité est dotée de 4 si le déplacement est possible contre la résistance et notée de 5 s'il y a une force musculaire qui est normale. Donc ça, c'était premièrement les caractéristiques d'une atteinte du système nerveux périphérique. Premièrement, c'était la paralysie. Je répète, elle est flasque, comme illustré là. Une paralysie qui est flasque et hypotonique et elle est cotée
de 0 à 5, comme illustré dans le support. Donc, premièrement, la première manifestation, le premier critère à retenir concernant les paralysés du système nerveux périphérique, c'est qu'elle est flasque et hypotonique. Ça, c'était premièrement. Deuxièmement, vous devez noter que le réflexe myotatique ou bien le réflexe réponse idiomusculaire, elle est conservée là. Pourquoi? Le réflexe musculaire ou bien le réflexe myotatique, c'est la réponse de du muscle, son propre étirement contre la contraction. Donc là, c'est pas l'implicité, ou bien on va pas avoir l'implication du nerf périphérique dans le réflexe idiomusculaire. Faites attention à ce piège-là. Les réflexes idiomusculaires ou bien myotatiques sont conservés dans les atteintes du système nerveux périphérique. Ça, c'est premièrement. Troisièmement et quatrièmement, vous devez noter, par contre, ça on avait déjà dit dans le cours de myasthénie. Si vous vous souvenez, on a dit que là, dans la myasthénie, il n'y a ni d'amyotrophie ni de fasciculation. Donc, cette amyotrophie et cette fasciculation, elle est retrouvée où elle est retrouvée dans notre cours aujourd'hui. C'est dans les atteintes du système nerveux périphérique. Là, vous voyez, ça c'est de l'amyotrophie. C'est la perte du tissu musculaire. Donc, elle est retardée de 3 semaines par rapport à la lésion nerveuse. Donc, un muscle qui va être sectionné ou bien supprimé ou bien des neurones plutôt dénervé, il va subir automatiquement d'une amyotrophie par perte du contact avec le système nerveux central. Donc, premièrement, c'est l'amyotrophie qui est illustrée là. C'est la perte de substance musculaire, perte de la masse musculaire pendant les atteintes du système nerveux périphérique. Là aussi, c'est l'amyotrophie de la jambe. C'est la perte de masse musculaire. Là aussi, c'est très remarquablement, là, on voit une amyotrophie, une perte de masse musculaire. La deuxième notion qui existe là, c'est la fasciculation, comme illustré dans l'illustration là. Elle est traduisée par l'activité spontanée d'une unité motrice. Donc, elles sont en faveur d'une lésion proche de la corne motrice. Donc, soit c'est les motoneurones, soit les racines. Donc, un muscle qui est dénervé, il va être autonome, il va faire ce phénomène-là qui est illustré dans l'illustration. Ça, ce sont les fasciculations, ce sont les contractions idiomusculaires, plutôt ce sont les contractions autonomes du muscle à cause de la dénervation. Donc, ce muscle-là, il va pas subir sur le contrôle du système nerveux central. Il va être autonome, il va se manifester par ces fasciculations illustrées dans l'illustration. Là, vous voyez, ce sont des fasciculations encore. Et là, vous voyez des fasciculations au niveau de la masse palmaire, donc des muscles ténariens. Donc, vous voyez là, ça, c'est les fasciculations qui vont témoigner d'une dénervation du muscle. Donc, le diagnostic différentiel entre une myasthénie et une atteinte du système nerveux périphérique, ça, c'est l'existence de l'amyotrophie et de la fasciculation qui sont tardives et qui sont présentes dans les atteintes du système nerveux périphérique. Cinquièmement, ce qui caractérise le tableau clinique d'une polyneuropathie périphérique, c'est la diminution ou bien l'abolition des réflexes ostéotendineux. Donc, soit une diminution, soit une abolition du réflexe ostéotendineux. Donc, concernant le tableau motrice, si on récapitule, on a premièrement une paralysie qui est flasque, qui est hypotone. Deuxièmement, les réflexes idiomusculaires sont conservés. Troisièmement et quatrièmement, le plus important, c'est de l'amyotrophie qui va être présente avec les fasciculations. Et cinquièmement, c'est les abolitions ou bien la diminution des réflexes ostéotendineux. Tout ça, c'est
caractéristiques aux atteintes du système bien du système périphérique. Donc, vous voyez là, vous devez maîtriser la symptomatologie, vous devez savoir simuler la sémiologie afin de poser le diagnostic d'une polyneuropathie car les signes cliniques là sont multiples. Donc ça, c'était la partie motrice, paralysée flasque hypotonique, réflexe idiomusculaire conservé, faites attention au piège, amyotrophie, les fasciculations, à diminution ou bien à l'abolition des réflexes ostéotendineux. Donc ça, c'est sur le plan motrice. Passons maintenant deuxièmement aux signes sensitifs. Donc, il existe des signes subjectifs, des signes objectifs et des signes neurovégétatifs. Donc, les signes motrices, ça c'est le réflexe qui est diminué ou aboli. Maintenant, les signes sensitifs. Donc, le patient, premièrement, les signes subjectifs, ce sont les signes qui sont sentis par le patient là. On lui associe le terme subjectif. Le patient peut avoir de la paresthésie. Donc, paresthésie, c'est les troubles de sensibilité. Donc, le patient va subir d'une sensation anormale, mais pas réellement douloureuse. Et habituellement, c'est non motivé par un stimuli qui est extérieur. Donc, le patient va subir des picotements, des fourmillements, un engourdissement qui est spontané. Donc, soit un fourmillement, soit un engourdissement, soit un picotement au niveau de ses membres. Donc, ça, c'est en premier plan. C'est les paresthésies. C'est la sensation anormale de picotement, de fourmillement, des engourdissements qui vont être spontanés sans stimuli. Donc, premièrement, la paresthésie. Deuxièmement, le patient peut complaindre ou bien peut être atteint d'une allodynie. Donc, c'est quoi l'allodynie? L'allodynie, comme illustré dans l'illustration, c'est une douleur qui est déclenchée par un stimuli qui est non douloureux. Donc, normalement, ce sont indolores. Par exemple, un petit stimuli comme illustré là, un petit effleurement de peau, ça va déclencher une douleur de la qui est extrêmement douloureuse, avec une faible sensation de chaud et de froid qui peuvent être très douloureuses. Donc, un simple effleurement, une petite sensation de chaud et de froid, ça va être très douloureuse pour le patient. Il ne va pas supporter ce petit effleurement-là. Et là, on est en train de parler de l'allodynie. Donc, l'allodynie, ce sont des stimuli, ou bien c'est la réponse très douloureuse par des stimuli qui sont normalement indolores. Donc, ça, c'est de l'allodynie. Ce sont des douleurs insupportables sur un simple effleurement. Des petites sensations faibles stimuli de chaud et de froid. Il va être très douloureux chez le patient. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'allodynie. Ça, c'est de l'allodynie. Et le patient peut aussi avoir une désesthésie. Donc, ce sont des sensations anormales. Donc, ça ressemble à la paresthésie, mais la désesthésie, elle est provoquée par un stimuli. Donc, la paresthésie, elle a été spontanée. Donc, je vous invite toujours à prendre des notes au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Ce sont des questions très fréquentes d'examen. Ce sont des notions essentielles à retenir pour mieux simuler le cours. Donc, premièrement, les paresthésies, c'était spontané, sans aucun stimuli. Cette fois-là, la dysesthésie, c'est une sensation anormale, mais provoquée par un stimuli ou un contact. Donc, elle peut être plus ou moins pénible ou franchement douloureuse. Ça dépend concernant les cas. Donc, on a de la paresthésie, on a de l'allodynie. Ça, c'est le patient qui va en plein de paresthésie, d'allodynie, dysesthésie. Et bien sûr, le patient va subir des douleurs neuropathiques. Donc, une douleur neurogène, une douleur neuropathique qui va différer d'une douleur par excès de nociception. La douleur neuropathique, douleur neurogène, elle est de type de brûlure, décharge électrique, restriction,
et leur origine peut être radiculaire, tronculaire, douleur radiculaire, un trajet traçant le long d'un membre. Elle est accrue, provoquée par les manœuvres élevant la pression du liquide cérébrospinal. L'atout, l'éternuement et celle, l'étirement du racine, ça c'est du lucine de la zec et même le mouvement du cou. Donc vous voyez les deux douleurs neurogènes que le patient va subir, elles vont différer des douleurs par excès de nociception. On a le trajet qui est traçant concernant le nerf qui est lésé, ou bien la radicule, racine, ou bien le tronc qui est atteint, ou bien qui est compressé. Et ces douleurs-là, elles sont augmentées par les manœuvres qui vont élever la pression du liquide cérébrospinal. Donc là, c'est l'éternuement, l'atout, l'étirement des racines, tout ça va provoquer la douleur neurogène. Et là, on va savoir que le type de cette douleur-là qui est neurogène par une atteinte d'une racine ou bien d'un tronc. Donc, les manœuvres qui vont augmenter la pression du liquide cérébro-rachidien, bien du liquide céphalo-rachidien, tout ça va augmenter la douleur. On a le signe de la ZEC et même les mouvements du cou. Donc, ça, c'était tous les signes subjectifs racontés par le patient pendant l'atteinte des nerfs, pendant l'atteinte du système nerveux périphérique. Donc, ça, c'était les signes sensitifs subjectifs. Ils sont racontés par le patient. Maintenant, on va passer aux signes sensitifs objectifs. C'est l'examinateur qui va rechercher ces signes-là. Donc, on va rechercher, bien l'examinateur va rechercher des troubles de la sensibilité, premièrement superficielle. Donc, la sensibilité tactile, protopathique, le toucher grossier, la sensibilité à la température et à la piqûre thermoalgésique. Donc, le patient va rechercher, plutôt l'examinateur va rechercher les lésions ou bien les signes sensitifs objectifs d'une atteinte de sensibilité superficielle. L'atteinte de sensibilité profonde, c'est le toucher tactile épicritique, la sensibilité vibratoire au niveau des articulations et même le sens de position d'un segment et d'un membre. Donc l'atteinte va toucher tous les types de, de sensibilité, donc superficielle, profonde et même vibratoire. On peut même associer un signe de Romberg qui va témoigner d'une ataxie. On va voir ça dans la sémiologie et polyneuropathie périphérique. Donc, on a des troubles sensitifs subjectifs racontés par le patient et on a des troubles, bien des signes sensitifs objectifs. C'est l'atteinte de tous les types de sensibilité superficielle, profonde et vibratoire. Et on peut même noter dans les polyneuropathies des signes neurovégétatifs. Donc, c'est l'atteinte du système nerveux végétatif sympathique, parasympathique. On a des signes vasomoteurs. Parfois, on peut noter l'œdème, le cyanose. On a des troubles trophiques des fanères, la peau qui va devenir sèche, squameuse et atrophique. On peut noter des chutes de poils, des ongles qui sont cassants. Donc tout ça, ça va témoigner des lésions du système nerveux végétatif. On peut noter d'une hypotension orthostatique. Je vous invite à noter tous ces critères-là. Une impuissance sexuelle, une incontinence urinaire. Vous voyez là, c'est le territoire des fibres du système nerveux autonome. Donc c'est l'atteinte des fibres, comme nous avons dit, motrices, des signes motrices, des signes sensitifs et même les fibres du système nerveux autonome végétatif qui peuvent être atteints. Et là, c'est les manifestations des troubles trophiques, l'hypotension orthostatique, l'impuissance, l'incontinence des sphincters. Donc ça va témoigner d'une atteinte du système nerveux périphérique ou bien des fibres végétatives du système nerveux périphérique. D'autres signes peuvent être notés
Donc, c'est le cas du signe de Tinel. On va rechercher le grand nerf, un signe de Tinel qui est une douleur projetée sur le trajet du nerf lors de la percussion de ce dernier-là. Donc, prenons l'exemple du nerf ulnaire qui est illustré là. Donc, la percussion de ce nerf-là, ça va donner des décharges électriques, des douleurs neurogènes au territoire de ce fibre-là. Et ça, ce sont des autres signes qu'on peut rechercher aussi dans les atteintes du système nerveux périphérique. Donc, vous voyez que les signes sont multiples, les signes sont vastes, donc vous devez retenir la conduite à tenir ou bien l'examen clinique devant une douleur neurogène. Donc, il va subir des atteintes motrices, des atteintes sensitives et même des atteintes du système nerveux périphérique ou bien des systèmes nerveux autonomes. Et on associe des signes lorsqu'il y a une atteinte des grands nerfs, c'est le signe de Tinel qui est illustré là. Et après tous ces signes cliniques-là, on peut faire l'issue, une conclusion. À partir de ces données cliniques, on a deux types d'atteintes. Donc ça, premièrement, soit on a une atteinte des gros fibres ou bien de petites fibres. Donc, si c'est le cas d'une atteinte des gros fibres, donc c'est quel type de sensibilité qui va être atteint? C'est les troubles de la sensibilité proprioceptive, tactile et les signes moteurs. Donc, on sait tous que les gros fibres sont situés profondément dans la moelle osseuse, plutôt dans la moelle épinière, et les petits fibres qui sont superficielles. C'est en cas d'atteinte des petits fibres, ce sont les troubles de la sensibilité thermo-algique et neurovégétative concernant le système nerveux autonome. Donc, si on récapitule toute symptomatologie là, qui est sensitive, en cas d'atteinte de grosses fibres, on a des troubles sensitifs proprioceptifs, c'est la sensibilité profonde, plus les atteintes, ou bien les signes moteurs qui témoignent de l'atteinte des fibres motrices. Si l'atteinte concerne les petits fibres, donc les petits fibres, ce sont les fibres superficielles, c'est les troubles de la sensibilité thermo-algésique et des troubles neurovégétatifs, les atteintes du système nerveux autonome comme illustré là dans l'illustration. Donc vous voyez, ça c'est l'approche diagnostique. Ça c'est tous les signes à rechercher devant une neuropathie périphérique. Donc ça c'était l'enchaînement des signes cliniques à rechercher afin de bien diagnostiquer une neuropathie périphérique. Donc ça c'était la première partie de ce cours-là concernant les diagnostics, les signes rencontrés devant une polyneuropathie périphérique. Dans les prochaines parties, on va détailler l'analyse syndromique, les examens complémentaires et la recherche étiologique de cette pathologie-là. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah, dans la suite de ce cours-là. Je vous invite, comme d'habitude, à abonner pour recevoir les vidéos concernant ce module et tous les modules pendant toute l'année. Je vous demande le maximum de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. Merci pour votre attention et bon courage.